toute façon, on va commencer par se présenter et puis peut-être que ça fera venir d'autres personnes. En tout cas, bonjour à tous. Ravi d'être présent avec Léa ce matin pour animer ce webinaire. Ce qu'on vous propose, on a 1 heure ensemble, c'est de pouvoir avoir peut-être 40-45 minutes de notre côté plutôt pour vous présenter le sujet et puis qu'on garde effectivement un temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à poser déjà vos questions dans le chat. Et peut-être le plus simple, c'est qu'on puisse y revenir à l'issue du webinaire. Donc, merci en tout cas pour votre participation. On va évoquer ce matin les trajectoires bas carbone et notamment la démarche acte pas à pas, dont on reviendra dessus, mais qui est un outil ou en tout cas une méthodologie pour effectivement, une fois qu'on a fait le bilan de ces émissions de gaz à effet de serre, permettre de construire des trajectoires, des plans d'action pour s'aligner aussi sur les objectifs, notamment dans la lutte contre le changement climatique. Donc peut-être rapidement, on va pouvoir se présenter. Donc Léa, je t'en prie. Oui, enchantée. Léa Manceau, je suis chef de projet chez Goodwill Management, qui est donc un cabinet de conseil en performance économique responsable qui fait partie du groupe Baker Tilly. Je travaille sur les stratégies RSE et aussi les stratégies bas carbone. J'accompagne les entreprises dans l'évaluation de leur bilan carbone et j'ai aussi été formée pour ma part à la méthodologie Acte pas à pas, qui est ce dont on va parler aujourd'hui en détail. Et pour ma part, donc, je suis responsable de mission RSE pour le groupe Baker Tilly. Alors peut-être en quelques mots, alors Baker Tilly est plutôt connu sur ses métiers historiques hein, que sont l'expertise comptable, l'expertise sociale, l'expertise juridique, également toute une activité d'audit, de commissariat aux comptes, et puis de plus en plus du conseil, avec vraiment le souhait de pouvoir accompagner des organisations, des entreprises notamment sur un certain nombre de sujets et notamment celui de la RSE et du développement durable, d'où le rapprochement il y a quelques années maintenant avec Goodwill Management, qui est finalement la marque commerciale aujourd'hui du groupe qui porte toutes les expertises en matière de conseil et d'audit sur un certain nombre de sujets hein, qu'on peut voir ici à l'écran, hein, tout ce qui va être économie, finances responsables et mesures d'impact, tous les sujets d'économie circulaire, de gestion des déchets et également d'implémentation des low-tech en entreprise. Tous les sujets autour de la RSE, bien évidemment, et puis le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, toute la partie climat-énergie, où notamment on accompagne les entreprises sur leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre et puis également la suite qui est plutôt la stratégie pour mettre en place des plans d'action de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà peut-être quelques mots. On est effectivement accrédité par l'ADEME pour mettre en œuvre la méthodologie bilan carbone, mais aussi la démarche acte pas à pas qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc au programme pour ce matin, quelques grands rappels, hein, notamment sur le changement climatique entre atténuation, adaptation. Le constat est quand même suffisamment assez clair aujourd'hui. Et donc l'objectif, c'est de transformer nos modèles et d'intégrer l'enjeu climat dans les stratégies d'entreprise, d'où notamment la naissance de l'outil Acte pas à pas, sur lequel on reviendra juste après, où on détaillera les différentes étapes. Et puis également les prérequis, les aides disponibles, puisqu'il y a des aides actuellement, notamment de la part de l'ADEME, pour financer et mettre aussi le pied à l'étrier sur ce type de méthodologie-là. Donc voilà le contenu qu'on vous propose pour ce matin, et puis on se réservera un temps, bien évidemment, pour échanger par la suite. Alors, quelques rappels sur le changement climatique. Alors, ce n'est pas l'objet du webinaire de faire une synthèse des derniers rapports hein, du GIEC, mais peut-être de reprendre quelques éléments. Ce sera le seul graphique de la présentation, mais un graphique qui illustre en tout cas les émissions de gaz à effet de serre, notamment depuis l'ère pré-industrielle, hein, depuis 1850. Et puis, on peut voir la croissance des émissions de gaz à effet de serre. Et il apparaît qu'aujourd'hui, et notamment quand on écoute aussi ce que nous dit la science, qu'on est un peu sur un sommet de crête. On a le choix, finalement, l'histoire n'est pas écrite, mais on a le choix, notamment d'ici la fin du siècle, entre plusieurs scénarios, plusieurs trajectoires, avec des scénarios plus ou moins optimistes et des scénarios plus ou moins pessimistes. Globalement, et peut-être sans rentrer trop dans les détails, si on continue sur le rythme des émissions de gaz à effet de serre, en tout cas sur la croissance des émissions de gaz à effet de serre telle qu'on la connaît aujourd'hui, on se dirige plutôt sur un scénario 4-5 degrés d'ici la fin du siècle.
Et aujourd'hui, ce que notamment le GIEC nous dit, hein, c'est que pour rester sous la barre des 1,5 degré, 2 degrés d'ici la fin du siècle, alors on dit souvent peut-être qu'on ne va pas réussir à atteindre les 1,5 degré, peut-être que la cible, c'est plutôt de rester sous la barre des 2 degrés de changement climatique d'ici la fin du siècle. Alors sachez que c'est aussi ce qu'on dit aux entreprises qu'on accompagne. Si on n'atteint pas l'objectif de 1,5, celui qu'il faut aller chercher, c'est le 1,51, le 1,52. Et finalement, chaque fraction de degré compte, notamment dans les conséquences du changement climatique. Donc, l'horizon et l'objectif, c'est d'atteindre un changement, enfin, de ne pas dépasser un réchauffement climatique de 1,5, 2 degrés d'ici la fin du siècle. Et globalement, ça, qu'est-ce que ça nous demande comme effort? Ça nous demande d'atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone à l'échelle planétaire à horizon 2050. C'est-à-dire non pas un zéro émission, mais un autant d'émissions que ce que les écosystèmes, tant terrestres et marins, sont capables d'absorber. Et donc ça, à horizon 2050, ça nous dessine une trajectoire de réduction de moins 50% des émissions d'ici 2030. Donc voilà un peu les grandes lignes sur le sujet. On voulait également, avec Léa, mettre en perspective l'évolution de nos émissions de gaz à effet de serre avec nos consommations d'énergie fossile. Donc, on peut voir ici le graphique qui illustre toujours nos plus de 80% de consommation d'énergie fossile dans le mix énergétique mondial, avec notamment un tiers de pétrole, un quart de charbon, un cinquième de gaz, et puis le reste qui se répartit notamment entre de la biomasse et puis des énergies renouvelables. Donc, voilà un peu aujourd'hui l'état des lieux de où on en est. Et face à ce constat qu'est le changement climatique, il y a plusieurs lots de réponses à apporter. Peut-être, Léa, je peux te laisser préciser ou en tout cas détailler un peu les deux types de réponses. Oui, bien sûr. Pour répondre à ces enjeux, il y a deux postures qu'il est possible d'adopter, soit l'atténuation, soit l'adaptation. L'atténuation, c'est effectivement de se dire qu'on va engager des actions pour limiter l'ampleur du réchauffement mondial, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre ou séquestrer du dioxyde de carbone. L'adaptation, à l'inverse, ça va plutôt être de se dire comment est-ce que moi, je réduis ma vulnérabilité et la vulnérabilité des systèmes naturels et humains contre les effets du réchauffement climatique. Donc, les deux sont complémentaires et pour atteindre les objectifs qu'Enzo vous a présentés, effectivement, il faut réduire fortement les émissions et aussi avoir des modes de fonctionnement qui s'adaptent plus. On parle beaucoup de résilience, qui sont plus résilients aussi dans ces nouveaux systèmes climatiques. Si tu peux passer à une zone, on peut continuer. Hop, donc effectivement, Oui, j'avais vas-y. un petit souci de slide. Non, je t'en prie, Léa. Effectivement, les entreprises, donc, elles ont un rôle dans le changement climatique. Pourquoi on vous en parle ici? Effectivement, déjà, l'ampleur de ce changement climatique, on voit que si nous, à l'échelle individuelle, Enzo, moi, toutes les personnes qui sont ici autour de cette table virtuelle, vous faites des efforts, ça permettra d'atteindre environ un quart du chemin. Et le reste, il repose sur les États et les entreprises. Vous voyez, donc, pour atteindre ces objectifs et rester dans un système qui va être viable, ces 2 degrés maximum, en fait, il va falloir que tout le monde s'y mette. Et ça, c'est la responsabilité de tout le monde. Et donc, l'atténuation, les actions qui visent à limiter l'ampleur de ce changement climatique, souvent, elles commencent par un bilan, une photographie. Où sont mes émissions? Où est-ce que j'émets le plus de CO2 ou de gaz à effet de serre qui sont transposés en équivalent CO2 et comment est-ce que je mets en place un plan d'action pour réduire ces émissions. Et c'est dans ce cadre-là que la démarche Acte pas à pas est pertinente et vous permet de participer à l'atteinte de ces objectifs planétaires. Merci, merci Léa. On va rentrer assez vite dans la méthodologie acte pas à pas, parce qu'on a aussi
un peu de choses à vous présenter. Alors, Léa, je t'en prie, peut-être pour illustrer, hein, quelle est la différence finalement entre un bilan d'émissions de gaz à effet de serre et puis la méthodologie acte pas à pas. Si tu peux revenir peut-être sur Oui. celle-ci. Effectivement, il y a pas mal d'outils qui se combinent et donc on peut se demander quelles sont les différences, comment est-ce qu'ils s'articulent. Déjà, en fait, ils sont pas indissociables, bien au contraire. Le bilan de gaz à effet de serre est un prérequis pour s'engager dans la démarche acte pas à pas. On y reviendra. Ils ont un peu des objectifs qui vont être différents. Vous voyez, le bilan carbone, lui, son objectif, ça va être, comme je vous disais, de prendre une photographie, d'effectuer un diagnostic des émissions, de regarder dans les différents scopes, les émissions directes, les émissions indirectes, les émissions des scope 3 qui vont être plus larges, quelles sont les émissions, quels sont les facteurs qui émettent, quelles sont les activités qui émettent. Et la cible, ce sont effectivement toutes les entreprises. La démarche ACT, elle a deux objectifs. C'est effectivement que l'entreprise, elle contribue à l'atténuation du changement climatique et qu'elle se transforme, en fait. Et donc, elle vise à accompagner les entreprises dans la planification d'une stratégie climat ambitieuse, c'est-à-dire une stratégie climat qui répond aux enjeux climatiques auxquels nous faisons face. Effectivement, les cibles, ça peut être également toutes les entreprises, mais c'est plus particulièrement celles qui vraiment souhaitent s'engager dans le développement d'une stratégie bas carbone. Comme je vous le disais, les deux sont pas du tout séparés. Au contraire, elles sont liées et le bilan carbone est une base, en tout cas le bilan gaz à effet de serre est une base pour commencer une démarche ACT. Petite précision, comme je viens de le faire un peu inconsciemment, différence entre un bilan de gaz à effet de serre et un bilan carbone. Un bilan carbone, c'est, comme vous le voyez, il y a le logo de l'association du bilan carbone. C'est une méthodologie bien définie dans laquelle il y a le bilan de gaz à effet de serre, la photographie, c'est-à-dire on va vous dire votre scope 1 c'est tant, votre scope 2 c'est tant, votre scope 3 c'est tant. Et on va, dans le bilan carbone, en plus de ce bilan de gaz à effet de serre, vous dire les plans d'action, les axes d'amélioration, les plans d'action à mettre en place sont ceux-ci. Et il faut sensibiliser aussi vos parties prenantes. Donc, voilà, petite parenthèse pour vous donner un peu de vocabulaire sur le bilan carbone. Je pense qu'on peut continuer Peut-être sur juste acte pas. pour te compléter, Oui. Léa, sur acte pas à pas, pour le vivre aussi chez nous, hein, puisque expliquer à nos clients comment ça marche, c'est une chose, l'appliquer à soi-même, c'en est une autre. Et je pense qu'en toute humilité, il est bon aussi de le travailler chez nous. Et ça fait 1 an et demi que le groupe Baker Tilly est engagé aussi, hein, dans cette démarche acte pas à pas. Et ça permet véritablement d'intégrer l'enjeu climat dans la stratégie de l'entreprise et d'aller chercher des temps aussi un peu plus longs. Des fois, quand on travaille un plan de réduction, on va être sur un horizon 2, 3 ans, 5 ans. Là, l'objectif de Acte pas à pas, c'est aussi de projeter l'entreprise, notamment dans un contexte de changement climatique, mais aussi dans un monde bas carbone, pour ensuite identifier quels sont les risques, les opportunités. Et donc, ça permet vraiment d'intégrer, j'ai envie de dire, au plus profond l'enjeu climat dans la stratégie de l'entreprise, ce qui est parfois un peu limité quand on travaille juste un plan d'action suite à un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Mais on va vous donner un peu de contenu là-dessus. Je pense que ça illustre un peu ce que tu nous disais, Léa. Oui, tout à fait, exactement. Là, vous l'avez pour ceux qui sont un peu plus visuels que auditifs. Effectivement, dans les différentes étapes pour construire sa stratégie bas carbone, il y a la réalisation d'un bilan de gaz à effet de serre, puis l'élaboration de la stratégie et la mise en œuvre du plan d'action, et enfin l'évaluation de sa stratégie bas carbone. Là, petit point de vocabulaire, nous, on va se concentrer sur acte pas à pas, mais il existe une autre méthodologie qui s'appelle acte évaluation. Acte pas à pas, c'est pour élaborer la stratégie bas carbone et la mettre en œuvre. Acte évaluation, c'est pour justement qualifier, évaluer cette stratégie bas carbone qui est mise en place. Effectivement, aussi peut-être un peu de contexte sur cette méthodologie acte pas à pas. Elle a été développée par l'ADEME et le Carbon Disclosure Project pour travailler sur un modèle économique qui est compatible avec les enjeux du climat. Il y a plusieurs cabinets de conseil aussi qui ont participé au développement des outils
et qui aujourd'hui forme des consultants et forme des personnes. Et vous le verrez, il y a des petites formations à suivre pour faire l'acte pas à pas. Donc voilà, ça a été construit dans ce cadre-là. C'est assez récent. Attends, je crois que, est-ce que j'ai tout dit? Bon, je pense que ça va. Bon, c'est bon, non, tu l'avais bien dit que c'était sur le moyen long terme, donc ça va. Euh, Si on regarde cette démarche un peu plus dans le détail, effectivement, il y a plusieurs étapes. Donc, il y a 5 étapes. On va commencer par la situation actuelle. Ça va être un autodiagnostic, en fait, de la maturité initiale de l'entreprise par rapport à la stratégie et aux pratiques de décarbonation. Donc, on va regarder quel est le profil de l'entreprise, quel est son secteur et quelle est la maturité de cette stratégie actuelle. Donc, ça, c'est pour faire un premier bilan, une photographie à date. L'étape 2 va consister en une analyse stratégique des enjeux et des défis pour l'entreprise dans le contexte de la transition vers un monde bas carbone. Donc, on va regarder les indicateurs aussi, les évaluations de ces indicateurs, c'est-à-dire là, c'est là qu'on va rentrer les données du bilan carbone, du bilan de gaz à effet de serre. On va analyser ça et on va former la direction. Vous voyez, il y a dans ces sous-étapes, il y a différents types de sous-étapes, certaines qui vont être plutôt de l'ordre du suivi d'indicateurs, d'autres plus de la stratégie et d'autres de la gouvernance. Et on cherche vraiment à impliquer au moins la direction et tous les organes de gouvernance de l'entreprise dans cette stratégie. Dans l'étape 3, qui va être la vision, en fait, là, on va chercher à établir ce que serait l'entreprise, qu'elle devrait devenir dans un monde bas carbone, une fois que la transition serait terminée. Donc, c'est une vision à long terme et on va essayer d'établir une feuille de route de transition. Et encore une fois, vous voyez là la dernière étape, l'importance de l'adhésion de la direction. Cette adhésion, elle passe par exemple par la signature de lettres, par l'implication aussi de la direction avec les différentes parties prenantes dans ce projet. Je vous en parlerai un peu plus tard. La 4e étape, c'est la stratégie, donc l'élaboration de la stratégie détaillée de décarbonation de l'activité qui va définir les orientations, les objectifs et les ressources. Enfin, la dernière étape, qui est le plan d'action, c'est la mise en œuvre et le suivi du plan d'action qui va permettre de mettre en œuvre la stratégie qui va être définie précédemment. Je ne sais pas s'il y a des questions pour l'instant, je n'ai pas l'impression, mais n'hésitez pas. Donc, ça On va sont toutes détailler les chacune étapes. des… Ok. Enzo, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? C'est bon? Ok. N'hésite pas. Ensuite, là, ce que vous avez à disposition dans cette démarche, en fait, ça va être un ensemble d'outils pratiques. Vous avez une méthodologie. Alors, la méthodologie acte pas à pas. Vous voyez, en anglais, c'est act step by step. Et les outils sont en anglais aussi parce que c'est une méthodologie, je voulais le préciser, qui a du coup vocation à être internationale, pas franco-française. Donc, dans les outils qui sont présents dans cette méthodologie, vous allez avoir une grille de progression, c'est-à-dire ça va être celle qu'on va mesurer aussi au début et qui va pouvoir mesurer les changements, les impacts de ce que vous mettez en place, avec une liste de questions pour chacune des étapes. Vous avez un outil, une boîte à outils qui s'appelle la Carbon Box aussi, une boîte à outils stratégique, une boîte à outils performance carbone. Voilà, il y a plusieurs outils qui sont mis à votre disposition pour justement piloter cette stratégie et le faire de façon assez opérationnelle et qui peut être utilisé et par les personnes en interne et par les autres. Alors Olivier, je vois votre question sur le temps des étapes. On va y venir. C'est une très bonne question. Une démarche ACT s'engage. Alors, c'est la recommandation de l'ADEME et de ACT d'engager cette démarche sur plusieurs années. En général, ils disent sur 3 ans, en fait, parce qu'il y a une phase, effectivement, de
de bilan, de regarder ce que fait l'activité, ses impacts, de définition de cette vision, de cette stratégie, puis de mise en œuvre et de suivi. Et vous voyez, par exemple, avec l'outil de progrès que vous avez listé là, la grille de progression, en fait, elle vous permet justement de regarder et de recommencer, de faire ça de manière itérative. Mais Effectivement, il me semble qu'on a le détail. Oui, Enzo? on est en général entre 2 ans pour des PME et 3 ans pour des grands groupes. Entre effectivement toute la construction, la définition et puis surtout le suivi et la mise en œuvre. C'est ce qui est aussi intéressant dans cette méthodologie-là, c'est d'avoir cette partie échelonnement et qui permet aussi voilà, d'accompagner la montée en compétence de l'entreprise sur ces sujets-là, la réflexion nécessaire à la transformation, à la prise de décision derrière. Donc effectivement, et sur les outils, ce que je voulais juste rajouter, peut-être que certains d'entre vous sont familiers du tableur V8 sur la méthodologie bilan carbone. Voilà, à l'image de aussi toutes les méthodologies proposées par l'ADEME sont accompagnées effectivement avec leur lot d'outils pour pouvoir travailler sur du suivi, etc. Peut-être pour passer à la suite, hein, l'idée c'est on vous a parlé de 5 grandes étapes, qu'on puisse rentrer un peu plus dans le détail de chacune des étapes. Alors c'est toujours trop court, 45 minutes pour en parler ou pour donner tous les détails, hein, surtout d'un accompagnement qui va sur 2-3 ans, mais l'idée c'est de vous donner aussi un aperçu de la méthodologie et que vous puissiez ensuite avoir des clés voilà, sur est-ce que c'est pertinent pour vos organisations ou pas. Donc, peut-être, Léa, on peut descendre chacune des étapes un peu en binôme. Et peut-être Oui, pour bien démarrer, sûr. donc, Léa nous disait qu'effectivement, la première étape, c'est où en est l'entreprise et notamment quel est notamment son niveau de maturité mise en perspective de la décarbonation à mettre en œuvre. Donc, on vient regarder un certain nombre de sujets dans l'entreprise. Hein, vous voyez, on y trouve voilà, quels sont les objectifs de l'entreprise, quel est son modèle économique, que son modèle économique est déjà compatible avec l'enjeu climat ou quels sont finalement peut-être déjà les changements à apercevoir. Et puis ensuite, on va regarder tout ce qui va être cœur de métier, investissement matériel, investissement immatériel, plutôt sur de la R&D, sur des brevets, sur des savoir-faire. On va regarder aussi comment le management dans l'entreprise permet aux équipes d'intégrer l'enjeu climat. On voit par exemple de plus en plus des rémunérations qui peuvent être indexées sur des budgets carbone. Et puis également, on regarde la performance des services produits. Voilà, comment est-ce qu'on réduit les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication d'un produit, liées à son utilisation, liées à sa fin de vie. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, on remarque souvent que 70-80% des émissions sont plutôt dans un scope 3, c'est-à-dire soit en amont, soit en aval de son activité. Et la méthodologie acte pas à pas permet aussi d'aller regarder un peu ces relations d'influence ou en tout cas de dépendance qui peut exister entre voilà, les clients, les fournisseurs, aussi la société civile. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment aussi embarquer toute la chaîne en amont ou en aval parce qu'on sait que globalement, quand on est juste un maillon, on peut avoir des actions à notre main, mais on est parfois dépendant par exemple, de plus grands donneurs d'ordre, d'un contexte donné. Donc, l'idée, c'est aussi de réfléchir dans cette vision plutôt partenariale. Je ne sais pas si tu souhaites compléter, Léa. Non, je pense que c'est assez clair, effectivement. Cette situation actuelle, l'objectif, voilà, c'est vraiment de bien comprendre le contexte et d'avoir une vision assez claire où on part. Et donc, l'idée, quand on regarde la maturité sur chacun de ces modules-là, c'est de venir mettre en perspective en disant, est-ce que chacun de ces modules-là est compatible avec l'enjeu climat? Alors, quand je parle de modules, c'est est-ce que le business model intègre suffisamment déjà la préoccupation de l'enjeu climat ou pas? Est-ce que j'ai déjà des choses dans mon entreprise qui sont mises en place par rapport à mes fournisseurs? Est-ce que mes fournisseurs sont réceptifs à ces enjeux-là? Et à la transformation à venir, par exemple, dans des nouveaux procédés, dans des nouvelles approvisionnements matières, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette première photographie pour ensuite travailler les enjeux et défis. Alors là, c'est ni plus ni moins
Léa nous parlait de projeter l'entreprise dans un contexte de changement climatique. Donc, effectivement, quels sont les risques pour l'entreprise dans un contexte de changement climatique, mais d'identifier aussi voilà, quelles sont les opportunités pour l'entreprise dans un monde bas carbone. Et donc là, on fait ni plus ni moins une matrice SWOT, mise en perspective des enjeux climat, où on analyse les risques, les opportunités. Et puis, une fois qu'on a identifié ces risques, on en trouve un certain nombre. On trouve des risques réglementaires, qui va être un des prochains là, auquel on y va un peu plus vite que ce qu'on pense, et globalement, ça va tomber d'ici peu. Donc, les risques réglementaires, les risques d'adaptation au changement climatique, les risques liés à l'innovation, les risques d'évolution de l'offre et de la demande. Quid d'une entreprise qui proposerait des produits qui ne répond plus aux évolutions des attentes des consommateurs? Voilà, c'est un vrai risque. Il n'est pas forcément, c'est pas forcément un risque réglementaire, c'est plutôt ce qu'on appelle des risques de marché. Voilà, la demande évolue, l'offre n'a pas suivi, et globalement, ça peut affecter l'entreprise. Ou encore les risques réputationnels. Et on le voit de plus en plus, et je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étendre pour voir que globalement, certaines entreprises peuvent être affectées par ce risque-là. Ouais, On prend souvent tout à fait. l'exemple de, j'extrapole et je simplifie forcément, mais l'idée c'est de prendre un exemple simple, de l'industrie, d'une entreprise qui travaille dans l'industrie automobile et qui, par exemple, peut être sous-traitant sur, je sais pas, auprès de motoristes dans l'industrie automobile, et qui est située à La Rochelle. Typiquement, là, il y a un risque clairement lié à la réglementation, notamment parce que on parle de la fin des véhicules thermiques à 2035, et qu'on sait qu'il faut 15 ans pour faire évoluer l'industrie automobile. Donc là, c'est ce qu'on appelle un risque de transition. C'est globalement, j'ai pas pris le virage au bon moment, et les investissements et tous les efforts à fournir pour faire évoluer le modèle sont dans un laps de temps qui s'anticipe quand même sérieusement à l'avance. Et j'ai parlé de La Rochelle plutôt pour un cas de montée des eaux, et notamment de risque d'adaptation, notamment risque physique du changement climatique, pour illustrer voilà, quelques risques. Et puis les opportunités, Ouais. c'est Enzo, pas… ça fait écho aussi à ce qui est posé dans le chat par rapport au risque, excuse-moi de te couper, par rapport au Non, je risque t'en prie. réglementaire. On nous demande si il a été prévu de rendre cette démarche obligatoire. Euh, A priori, non, mais on ne sait pas de quoi demain, demain est fait. A priori, non. Et quelles sont les incitations, un peu dans les opportunités, pour faire la transition avec ce que tu as présenté pour les opportunités? Quelles sont les incitations? On vous présentera les aides qui sont disponibles. Aujourd'hui, pour les bilans carbone, il y a eu plein d'aides pour les TPE notamment, de la part de l'État. Il y a des dispositifs qui sont mis en place pour subventionner, justement pour au moins prendre la première photographie. Et là, l'ADEME donne des aides pour vous inciter aussi à vous engager dans cette démarche. Donc, il y a aussi une opportunité d'être leader d'être précurseur sur ces sujets-là. Et Désolée, je non, non, te laisse la non, parole. mais c'est bien de pouvoir répondre aussi aux questions. Moi, j'ai un exemple très concret, quand on parle d'incitation à pousser les entreprises sur la réduction de leur empreinte carbone. J'ai un client de manière très concrète, il est industriel, il avait un achat machine à faire environ entre 1 million et 1,5 million. La BPI lui accordait un financement. Ils lui ont accordé un financement, ils leur ont dit, on vous le propose sur 7 ans. Et sauf si vous nous témoignez un engagement, notamment sur ces sujets-là, on vous propose un financement sur 10 ans. 7 ans, ça ne passait pas dans la trésorerie de l'entreprise. Par contre, 10 ans, ça passait. Et donc là, on peut voir que les incitations, elles sont pas, et elles vont pas être seulement réglementaires. C'est vraiment ce que j'appelle les risques ou les incitations de marché. C'est l'opportunité ou pas de pouvoir continuer à développer son modèle dans ce contexte-là. Donc, on peut voir que les exemples comme ça, ils sont de plus en plus nombreux. En témoigne aussi, nous, la croissance de notre activité, qui témoigne que les entreprises sont aussi vraiment en train de se saisir du sujet, et vraiment en train de s'y mettre. Je ne sais pas si ça répond à la question, et on pourra peut-être y revenir un peu plus à la fin, mais l'idée, c'est de pouvoir donner un exemple un peu plus concret. Donc ça, c'est plutôt la partie risque. Donc, quels sont les risques dans le contexte du changement climatique, et quelles sont les opportunités, notamment dans un monde bas carbone,
Donc, on va parler d'opportunités de transition énergétique, d'opportunités liées à l'offre bas carbone de l'entreprise, les opportunités liées à l'évolution d'un marché bas carbone. Après, souvent, les opportunités peuvent être le revers de la médaille d'un risque, selon si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Mais l'idée, c'est de faire l'état des lieux de quels sont les risques, opportunités pour l'entreprise. Face à ces risques ou opportunités, qu'est-ce que je mets en place? Quel est le niveau de priorité et le niveau de vulnérabilité, par exemple, de l'entreprise à un risque? Et en face, qu'est-ce que je mets en place? Je voulais vous montrer, voilà, l'idée, c'est ensuite de pouvoir obtenir ce type de matrice. Je ne sais pas si tu souhaites la commenter, Léa. Oui, effectivement, Enzo, vous parlez des matrices SWOT. Donc, en anglais, c'est Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats. Donc, risque, opportunité, force et faiblesse. Donc là, vous voyez bien risque, opportunité des deux côtés de cette matrice. Et ensuite, on a effectivement la probabilité de ce risque ou de cette opportunité qui est mise au regard de l'impact positif ou de l'impact négatif de son importance. Et vous voyez qu'il y a une sorte de triangle d'attention. Donc, à la fois, les risques qui sont les plus probables et les plus impactants, qui ont le plus d'impact. Donc, cela, il va falloir vraiment se concentrer dessus. Et à la fois, les opportunités les plus probables et qui vont avoir un impact le plus positif. Effectivement, on va falloir commencer par s'y intéresser en priorité. Donc, c'est un mix entre une matrice de matérialité et un SWOT. Mais en tout cas, un outil de priorisation, parce qu'on sait que les sujets peuvent être nombreux. Et l'idée est plutôt de pas se tromper de combat, et d'aller axer aussi sur voilà, les risques prioritaires pour l'entreprise. Donc voilà sur cette partie-là, enjeux et défis. Ensuite, une fois qu'on a clôturé plutôt ce constat-là, l'idée c'est de se projeter et de travailler une vision. Là, j'ai pris un exemple, hein, j'ai pris l'exemple des 4 scénarios de transition de l'ADEME à horizon 2050 pour atteindre justement cette neutralité carbone. Donc, ce sont des outils, hein, qu'on peut mobiliser pour travailler la vision de l'entreprise. Voilà, on peut voir, par exemple, on travaille beaucoup le sujet des low-tech, nous, en entreprise. Les low-tech sont un axe prioritaire selon l'ADEME pour atteindre nos objectifs de transition. Donc, ça peut être des outils qui peuvent être mobilisés aussi pour travailler la vision de l'entreprise. Et donc là, l'idée, c'est de se projeter dans 3 temps donnés, c'est-à-dire où j'en suis à horizon 2025, où j'en suis à horizon 2030 et où j'en suis à horizon 2040-2050. Alors forcément, c'est de la prospective. On a parfois, et notamment l'humain a parfois du mal à se projeter dans un horizon temporel qui peut être un peu lointain. Et l'idée, c'est pas d'écrire l'histoire de ce que sera l'entreprise en 2050, c'est plutôt d'illustrer des caps et de préciser la nuance entre 2025, 2030 et 2050 pour aussi illustrer peut-être des investissements, des caps de transformation qui peuvent être, par exemple, il y a des actions qui sont faciles à mettre en œuvre que je peux mettre demain matin, et il y a des choses, je sais que je vais y arriver à horizon plutôt 2040. Par exemple, la fin des véhicules thermiques au sein de l'Union européenne peut être un cap structurant pour des entreprises du secteur pour pouvoir cadencer des investissements et cadencer la transformation. Donc voilà un exemple, hein, de scénario qu'on peut mobiliser, mais l'objectif, c'est bien de travailler la vision de l'entreprise. Et ensuite, après l'étape de la vision, on est dans ce qu'on appelle plutôt la déclinaison, hein. On travaille la stratégie et puis le plan d'action. Bien entendu, un plan d'action chiffré et objectivé d'économie de gains de CO2, et puis ensuite de pouvoir travailler plutôt dans le suivi. Donc, je dirais que les 4 premières étapes, on va être sur la première année pour une PME. Et ensuite, la deuxième année, on sera sur tout le suivi et la mise en œuvre. Et l'objectif pour nous, en tant qu'accompagnateurs sur le sujet, c'est de pouvoir aider l'entreprise, parfois à contourner aussi certains freins, à apporter aussi un regard externe,
à apporter aussi, nous, notre expertise dans d'autres secteurs d'activité qui peuvent avoir des problématiques aussi du même ordre. Donc, voilà un peu les différentes étapes. Je vois qu'il est déjà 9h36. On va passer, ce qu'on vous propose par la suite, c'est, on évoquait tout à l'heure des aides disponibles sur le sujet et quelques prérequis. Donc, peut-être je te laisse présenter les prérequis, Léa, et je reviendrai sur les aides. Oui, bien sûr. Dans les prérequis pour intégrer cette démarche ACT, effectivement, il y a plusieurs, en fait, ce que je vais commencer par vous présenter, c'est les différentes personnes qui vont être mobilisées dans cette démarche. Il y a un coordinateur qui va être une personne responsable de ACT face à face du côté de l'entreprise, donc chez vous, au sein de vos entreprises. Et en fait, cette personne-là, le coordinateur, il faut qu'il soit en fait formé à la méthodologie. Pourquoi? Parce que le but, c'est que cette démarche soit pérenne. Vous voyez, il y a plusieurs outils. Donc, le but, c'est qu'ils comprennent ces outils, qu'ils puissent les utiliser. L'idée, c'est qu'il soit formé, ce coordinateur. Ensuite, il y a une autre partie prenante qui va être importante, c'est le porteur de projet. En fait, c'est une personne au sein du conseil d'administration qui va être le porteur du projet, mais au sein d'un des organes de gouvernance. Il faut effectivement que le conseil d'administration, donc au-delà de nommer un porteur de projet, il nomme, il donne, il témoigne de sa volonté de participer au projet Acte Pas à Pas. Ça passe par l'écriture d'une lettre. Cette lettre, elle n'a pas valeur juridique. Par contre, elle conditionne aussi les aides que Enzo pourra vous présenter de l'ADEME. L'ADEME peut être amené à les vérifier. Vous parlez du coordinateur, effectivement, qui doit être formé. L'entreprise doit avoir fait un inventaire de ses émissions, c'est-à-dire mener un bilan de gaz à effet de serre. Donc, ce sont les principaux prérequis. On parle de prérequis et pas forcément d'obligation, c'est-à-dire que vous pouvez vous engager dans cette démarche ACT sans avoir tout fait. Mais en fait, ça devient des obligations si vous voulez être si vous voulez être éligible, j'ai trouvé mes mots ce matin, si vous voulez être éligible aux aides de l'ADEME et si vous voulez qu'ils puissent contrôler et que vous, aux différentes étapes, que vous avez bien suivi la démarche acte pas à pas. Merci Léa. Je vais prendre le relais sur les aides. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est aussi une des informations qu'on voulait vous donner aujourd'hui à travers ce webinaire, c'est que l'ADEME a mis en place des aides. C'est globalement aussi ce que fait l'ADEME de manière habituelle sur un certain nombre de sujets. C'est que quand il lance une nouvelle méthodologie, il finance des accompagnements pour les premières entreprises. Et pour vous donner un peu la tendance, aujourd'hui, c'est 50% de prise de participation de l'ADEME. Et on indique avec Léa les coûts qui sont plutôt donnés à titre indicatif. Mais pour une TPE, on va être sur un accompagnement environ de 20 000 euros. Pour une PME, environ 25 000 euros. Et pour un grand groupe ou une ETI, environ 30 000 euros. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le coût sur 2 ans ou 3 ans. Donc, ramener aussi par an, ça vient aussi amoindrir le budget par an. Et donc, 50% est pris en charge par l'ADEME. Et ce que je conseille, et d'où la date de lancement prévisionnelle qui est indiquée ci-dessous, c'est qu'au début de l'année, on avait 70% d'aide pour les TPE, 60% pour les PME, 50% pour les ETI. Là, ça vient de passer à 50% pour tous. Et on n'a pas de date de fin des aides. Pour autant, et a priori, ce qui pourrait arriver, ça serait une fin des aides ou encore une diminution du taux de participation de l'ADEME dans les mois à venir. Donc, quand on me pose souvent la question de j'ai jusqu'à quand pour y aller, je ne sais pas. A priori, premier arrivé, premier servi. Et que, en tout cas, elles existent, elles sont toujours actuelles aujourd'hui. Elles permettent vraiment aussi de permettre aux entreprises de mettre le pied à l'étrier sur ce type de méthodologie et d'accompagnement. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait vous dire sur les aides.
Et je crois qu'on est plutôt dans les temps parce qu'il est 9h40. Ouais. On va vous mettre le lien dans le chat. C'est parfois compliqué. Alors, quand on est nombreux, vous avez tous des problématiques différentes ou en tout cas des enjeux différents en fonction des secteurs d'activité, des tailles d'entreprise, aussi des niveaux de maturité. Donc, on va vous mettre un lien dans le chat si vous souhaitez qu'on puisse avoir un deuxième échange par la suite pour rentrer un peu plus aussi dans le cadre de vos enjeux, vos problématiques. Donc, voilà ce qu'on avait à Ouais, vous on proposer. a... Je t'en prie, Léa. Parfait. Non, non, c'est parfait. Non, non, j'allais faire la transition vers les questions. On a eu aussi une question dans les questions-réponses. Frédéric nous demande Ouais. nous indique effectivement que la méthode se décline en référentiel sectoriel. On l'a pas précisé, mais effectivement, il faut bien indiquer son secteur. Il y a des stratégies et des diminutions qui sont sectorialisées. L'ADEME s'est concentré sur les secteurs qui sont carbo-intensifs, donc qui émettent beaucoup, et elle l'étend de plus en plus à différents secteurs. Mais en tout cas, s'il n'y a pas votre secteur qui est représenté, il y a une donnée moyenne, en fait. Il y a voilà, autres secteurs, et il y a les secteurs, il me semble, l'aluminium, il y a automobile, enfin, voilà, il y a des secteurs assez précis qui sont les plus émetteurs sur lesquels l'ADEME s'est concentré, mais il y a des travaux en cours pour étendre ces couvertures sectorielles. Donc, Merci effectivement, je Frédéric pour cette pense, question. par exemple, la méthode, enfin, la version sectorielle dans la construction est déjà aboutie. Par exemple, la version agri-agro est en cours de construction. Donc, on va dire, il y en a pour tout le monde. Et l'idée, c'est que nous, notre métier aussi en tant qu'accompagnateur et conseiller des entreprises sur ces sujets-là, c'est notre métier d'aller chercher voilà, les bonnes données qui correspondent à votre secteur d'activité. Et donc, on a aussi un certain nombre de références d'accompagnement dans tous les secteurs d'activité. Donc, on peut aussi en reparler si jamais, par exemple, le référentiel sectoriel n'est pas existant, quoi. Donc, Effectivement. je ne sais pas s'il y avait Euh, d'autres. ouais. Il y a une question de Sabine qui nous demande combien de jours cela représente d'accompagnement et la mise à disposition des outils. Donc, l'ADEME, à titre très indicatif, donne une estimation de 30 jours de consultants pour accompagner, soit environ 10 jours par an pendant 3 ans. Après, ça dépend un peu voilà, de vous, si vous voulez y aller plus doucement, si vous voulez accélérer la démarche. Pour rappel, voilà, les premières étapes, donc, ça dure environ ça peut être entre 6 mois et 1 an. Le plan d'action aussi 6 mois à 1 an. Donc effectivement, voilà, ça dépend des étapes, à quelle vitesse vous voulez les franchir. Mais en général, l'accompagnement peut durer une trentaine de jours. La mise à disposition des outils est conditionnée à une licence ACT. Il n'y a pas de plateforme en ligne à ma connaissance. Par contre, il y a des événements ACT qui sont organisés, il me semble. J'espère que ça répond à votre question, Sabine. Je vois pas d'autres questions. Si, pardon, dans les questions et réponses. Y a-t-il une différence significative entre une démarche du Carbon Disclosure Project et la méthode ACT? En fait, non, enfin, ça a été repris. La démarche ACT pas à pas a été construite par les CDP. Avec les CDP. Donc, ça reprend bien toutes ces méthodologies, notamment, en fait, dans la démarche ACT, on va vous encourager à vous diriger vers le SBTI, vous voyez, en fait, d'autres méthodologies aussi de définition de target. La méthode ACT vous donne les différents outils pour mesurer, pour projeter en fait ces diminutions et ces objectifs. J'espère que Frédéric, ça répond aussi à votre question. On voit également une autre question de Mathieu. Formez-vous également les consultants freelance pour accompagner les entreprises dans le cadre de cette démarche? Non, ça c'est une formation qui est dispensée par l'ADEME et sont les cabinets qui ont participé à la construction de cet outil qui peuvent former à la démarche ACT pas à pas. Donc il me semble qu'il y a Keren Consult, Utopie qui forment dans le cadre mais il faut postuler auprès de l'ADEME en fait et de la démarche ACT.
Il y a une dernière question, Léa. Cette méthodologie est-elle Ah oui. soumise à des contrôles en fin de parcours? Donc, l'idée, c'est que notamment dans le cadre des financements, l'ADEME demande de pouvoir voilà, leur envoyer un certain nombre de documents. Il y a un peu des checkpoints en fin de chaque étape, notamment les lettres d'engagement de la direction, ce genre de choses. Mais acte pas à pas est plutôt un parcours de progrès. Je te laisserai compléter, Léa. Mais en tout cas, sur cette partie OTI, c'est plutôt le module acte évaluation qui prend le relais pour venir justement attester que la démarche bas carbone d'une entreprise est bien compatible avec les enjeux de son secteur et bien alignée sur les accords de Paris. Donc, on est formé, nous aussi, à la méthodologie acte évaluation pour avoir plutôt ce rôle d'OTI, pour reprendre votre message. Pour autant, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que, et c'est d'ailleurs pour ça que l'ADEME a travaillé d'abord sur la méthodo-évaluation et ensuite sur la méthodologie acte pas à pas, c'était de se dire, avant d'évaluer les stratégies bas carbone, proposons aussi des outils pour déjà les construire. Et donc aujourd'hui, on en est plutôt là aujourd'hui de ce qu'on observe. Mais bien entendu, il peut y avoir effectivement des contrôles pour des entreprises qui souhaiteraient voilà, attester par un tiers externe leur bonne démarche, leur bon engagement sur ces sujets-là. Il n'y a pas d'autres. Alors, Mathieu, merci, merci Enzo. Moi, j'ai effectivement pas de compléments à apporter. Tu as tout à fait bien couvert. Mathieu nous indique qu'il n'y a pas d'autres sessions prévues. Ça va revenir. Il faut, il faut être assez patient. Et ça, il y en a assez régulièrement. Donc, peut-être qu'ils vont le mettre à jour. Et n'hésitez pas, voilà, à les contacter aussi parce que ils font souvent aussi, s'il y a une grosse demande, ils vont pouvoir être réactifs. Toutes les sessions sont complètes. Ah ouais, dis donc. Et ben, écoutez, je ne sais pas. Faut s'armer de patience et j'espère, a priori, il devrait en ouvrir quelques-unes. Moi aussi, à l'époque, quand j'avais été formée, j'avais dû voilà, attendre qu'ils publient nos dates, mais il y en a qui arrivent. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Ah, c'est un vrai sujet, j'ai l'impression, effectivement, ces formations. Effectivement, ça serait intéressant de le faire remonter à côté ADEME. Écoutez, merci à tous. J'espère que voilà, ça vous aura plu et que ça aura été instructif pour vous. Et le lien a été mis dans le chat pour ceux qui souhaiteraient voilà, pouvoir échanger plus longuement. Et puis, vous allez recevoir aussi le support dans lequel vous trouverez le contenu présenté ce matin. Donc, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous pour votre participation. Et puis, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Bonne journée.